Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes formes de liquidité. On a vu qu'il y avait plusieurs types de liquidités. Il y avait les pics et les creux pouvaient être des liquidités. On a vu que les equal high, equal low, les imbalances également sont des formes de liquidité. On a vu tout ça dans la vidéo précédente. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la liquidité interne et la liquidité externe. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ces deux concepts, essayer de bien les comprendre. Et ensuite, nous allons voir que, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ces concepts. On n'a pas vraiment besoin de cette notion de liquidité interne et externe. Le plus important pour nous, c'est de savoir définir notre range sur notre time frame supérieur, notre range de trading, et de savoir exactement où rentrer par rapport à notre range sur les time frames supérieurs pour éviter de s'embrouiller avec les notions de liquidité interne et externe. Si vous aimez le contenu, likez la vidéo et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se situe dans la description. Sur ce graphique, vous pouvez observer que nous sommes dans une structure haussière. En noir ici, nous avons notre time frame supérieur. Ce time frame supérieur, supposons que c'est le H4. Et là, on a clairement constaté que l'impulsion là, cette impulsion a cassé ce niveau-là. Vous voyez? Et là, on a probablement une bonne demande zone avec de l'imbalance, voilà, qui valide la zone avec la cassure qu'on a obtenue ici. Le prix a fait une impulsion et là, on a entamé une correction. Dès que cette correction commence, nous pouvons définir ce qu'on appelle notre range. Notre range, c'est ça en bleu ici. Cette zone de prix en bleu, avec cette zone de prix en bleu ici, cette demande zone là, solide, avec cette supply zone ici faible, constitue notre range. Vous voyez, j'ai fait une vidéo également à ce sujet. Elle s'affiche en haut à droite pour ceux qui l'ont manqué. Ce que vous devez comprendre très simplement, c'est que tout ce qui va se passer à l'intérieur de notre range constitue de la liquidité interne pour le marché. Tout ce qui va se passer à l'intérieur de notre range défini ou sur le time frame supérieur. Le range dans lequel on trade se définit toujours sur le time frame supérieur, sur notre time frame supérieur. Et à l'intérieur de ce range-là, tout ce qui se passe est en fait de la liquidité interne. À l'extérieur du range, ce qu'on a ici est de la liquidité externe. Ici également, en bas du range également, on a de la liquidité externe. Maintenant, comprenez ceci. Remarquez que sur notre time frame supérieur, pour qu'on puisse parler de continuation de tendance, c'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de BOS sur notre time frame supérieur ici, cassure de structure qui va nous annoncer une forte probabilité de continuation de la tendance, c'est une cassure de structure externe. Vous voyez, ce niveau-là est une structure externe déjà, c'est une liquidité externe. Cette zone de supply qui est ici, ce pic ici est une liquidité externe. Vous voyez, les bornes du range ici sont des liquidités externes, y compris les bornes et ce qu'on a au-delà des bornes, c'est-à-dire là, la borne y compris et la liquidité externe. La borne y compris ici et la liquidité externe. Vous voyez? Maintenant, pour qu'on puisse avoir une cassure de structure BOS qui va créer une continuation de la tendance sur notre time frame supérieur, il faut une cassure de la structure externe ici. Donc, cette cassure-là nous annonce qu'on a un BOS et donc on a une forte probabilité que la tendance puisse continuer. Les cassures qu'on a à l'intérieur du range, comme ce qui s'est passé ici ou bien ici, de notre structure interne, ne nous avancent pas, ne sont pas des BOS.
par rapport à notre structure du time frame supérieur, par rapport à l'avancement de la tendance sur le time frame supérieur. Vous voyez? La cassure de cette structure externe en bas ici, de cette demande zone-là, c'est ça qui va constituer notre coche, change of character, notre information, première information de retournement qu'on pourrait avoir sur le time frame supérieur. Mais les cassures qu'il y aura à l'intérieur de notre range, à l'intérieur ici, dans les niveaux de liquidité interne, ne sont pas des cassures de ce type-là. C'est-à-dire, ce n'est pas des cassures qui vont créer un retournement sur le time frame supérieur. C'est très important de faire cette différence d'abord avant d'aller plus loin. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'intérieur du range, comme je l'avais dit, on a la liquidité interne. La liquidité interne est composée de l'ensemble des liquidités qu'on avait vues dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce range, les liquidités, on peut avoir les imbalances un peu partout. Vous voyez, les imbalances qu'on a à l'intérieur du range, ce sont des liquidités internes. Les equal low qu'on a à l'intérieur de notre range, ce sont des liquidités internes. Les lows qu'on a ici, ce sont des liquidités internes également. Si ici on avait par exemple le prix le plus bas de la journée précédente, c'est également une liquidité interne. Donc tout ce qui se forme à l'intérieur de notre range, c'est de la liquidité interne. Vous voyez? Maintenant, ici, les pics qu'on a aussi, ce sont des liquidités, comme je vous avais dit. Vous voyez, ce sont des liquidités internes également à notre range. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que pour qu'on puisse continuer, le prix doit ramasser forcément une liquidité externe pour avoir un grand changement de structure. Pour avoir un grand changement de structure en termes de continuation dans le sens de la tendance, comme je l'avais dit, ou de retournement, il faut une cassure d'une liquidité externe. Vous voyez? Voilà, le problème avec la liquidité interne et externe, c'est quoi? Ici, pour mon time frame supérieur qui est H4, comme je le disais, avec tout ce que je viens d'expliquer, vous devez comprendre indirectement que ça veut dire que, en fait, le H4 là, il est une liquidité interne pour le daily. Vous voyez? Autrement dit, le daily aussi, il est une liquidité interne pour le weekly. Ainsi de suite jusqu'en monthly. Le monthly aussi est une liquidité interne pour le yearly parce qu'il y a des time frames d'années en fait. On peut définir un time frame d'1 an, 5 ans et tout. Vous voyez? Donc là, finalement, vous risquez de ne rien faire en fait. Vous risquez de voir tout comme de la liquidité interne parce que ce qui est dit, parce que la liquidité interne est vue comme comment on dit, la manipulation extrême, c'est-à-dire, voilà, la zone où il y a beaucoup de manipulation et tout, c'est vrai, c'est pas complètement faux et tout ça. Mais le problème, c'est que ça embrouille sérieusement et vous risquez vraiment de ne rien faire, en fait, si vous voulez vous baser sur ces notions-là. Vous voyez, puisque on va vous dire que, en fait, il ne faut pas trader, voilà, il faut pas trader les zones qu'il y a à l'intérieur de la liquidité interne et tout ça parce que, voilà, ce n'est que de la manipulation et tout. Alors que si on veut être réaliste, vous allez voir que le time frame supérieur aussi constitue forcément une liquidité interne pour le time frame qui lui est supérieur en fait. Et là, ça devient assez contradictoire. Et voilà ce que je vous recommande de faire et qui est beaucoup plus intéressant. C'est de simplement vous concentrer sur le range. Vous voyez? C'est de comprendre que le plus important pour vous, c'est de définir votre time frame supérieur. La première chose, vous définissez votre time frame supérieur et vous délimitez vos ranges de votre time frame supérieur. C'est le plus important. Ça veut dire que si pour vous, le time frame supérieur est le M15, donc vous définissez vos ranges comme je l'ai fait ici et surtout comme je l'ai expliqué dans la vidéo
qui parle de la définition des ranges que je vous recommande de suivre. Vous définissez vos ranges et avec vos ranges, vous savez où vous devez rentrer, où vous ne devez pas rentrer. Vous voyez? Donc, ayant défini vos ranges simplement, la seule chose à faire pour éviter les problèmes de liquidité interne et externe ou bien de faire des erreurs, c'est quoi? Voici mon range défini. Le plus important, l'idéal pour moi, c'est de me positionner sur cette zone-là, sur cette demande zone de mon range. C'est ça l'idéal. Vous voyez? C'est ça l'idéal ici, de se positionner sur cette demande zone de mon range. Si le prix vient dans cette zone-là et le prix commence à monter et il dépasse pratiquement les 25% du range, vous voyez, les opportunités ne sont plus assez intéressantes par rapport à le fait que le prix soit à ce niveau-là. Toutes les opportunités que nous allons obtenir avant que le prix ne vienne sur notre zone basse du range, notre demande zone ici, toutes les opportunités intermédiaires qu'on aura ici ne sont pas de bonnes opportunités. La meilleure opportunité pour nous qui va nous donner un taux un résultat intéressant, c'est les opportunités qu'on va prendre ici, vous voyez. Et vous devez savoir que avant que le prix ne touche notre zone, souvent il y a des manipulations qui s'observent ici, qui s'observent très souvent au niveau proche de la zone en fait. Vous voyez, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour vraiment faire de bons trades. On n'a pas vraiment besoin de trop se fatiguer avec la liquidité interne et externe et tout. Le plus important, c'est de comprendre qu'il y a quand même de la liquidité sur le marché, il y a de la liquidité à ramasser et tout. Mais vous devez surtout définir votre range. C'est le plus important. Définir votre range à chaque fois. Et c'est pas tout. Vous définissez votre range, mais aussi vous devez mettre à jour votre range à chaque fois qu'il y a des mouvements majeurs. Vous voyez? Qu'est-ce que j'appelle mouvement majeur? C'est lorsque le prix casse le haut de notre range ici. À chaque fois que vous prenez votre range, voilà, le range délimite les structures, les niveaux de structure les plus importants de votre graphique en cours. Donc ici, continuation, ici, cassure de ce niveau, continuation, cassure du bas du range, retournement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, le prix casse ce niveau-là, le prix casse le range ici. Cette zone de demande-là, ça ne veut pas dire que c'est cette zone de demande qu'il faut trader directement. Non. Parce que là, on vient de casser, on vient de sortir de notre range. On vient de sortir de notre range sur notre time frame supérieur. Ça veut dire que là, on doit mettre à jour notre range. On doit définir un nouveau range à l'intérieur duquel nous allons chercher les opportunités. Mais n'oubliez pas que ici, c'est notre time frame inférieur. Ça, c'est une demande zone de notre time frame inférieur. Vous voyez? Alors que pour notre range, il se définit sur le time frame supérieur, pas sur le time frame inférieur. Donc, ça veut dire qu'on doit switcher pour aller sur le time frame supérieur pour voir. On doit aller sur le time frame supérieur pour voir maintenant ce qui se passe et définir notre nouveau range. C'est tout. Et faisant de cette façon tout le temps, on va éviter beaucoup d'erreurs. Déjà, on va éviter beaucoup d'erreurs. On ne va pas être victime de liquidité interne et tout ça. On va sur notre time frame supérieur. Voilà, sur notre time frame supérieur, on peut constater que, bon, en réalité, cette zone de demande-là, sur le time frame supérieur, elle n'a pas vraiment de sens. Et que c'est plutôt cette zone de demande-là qui a du sens sur notre time frame supérieur. Vous voyez? Et puis là, c'est le vrai pic qu'on a sur notre time frame supérieur. Donc, après cette cassure qu'on a obtenue, on va définir notre nouveau range qui sera probablement ce nouveau niveau-là. Vous voyez? Avec ce nouveau niveau-là qui sera maintenant notre nouveau range. Vous voyez? Donc, ça veut dire que à l'intérieur de ce range-là, les opportunités qu'il y aura à l'intérieur de notre range seront des opportunités pas intéressantes. Pour nous, ce qui serait intéressant, c'est de laisser le temps au prix de venir pratiquement jusqu'au bas de notre range. Vous voyez, au bas de notre nouveau range qu'on vient de mettre à jour pour attendre une confirmation avant de chercher des opportunités d'achat et espérer que le prix casse
le haut du range. C'est tout. C'est le plus important ici. Ouais. Donc, quand vous comprenez ça, je pense que vous n'allez pas vous embrouiller avec la liquidité interne et externe, que je trouve vraiment pas assez intuitif et tout. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Le plus important, c'est de toujours définir son range, attendre le prix sur les niveaux importants du range, le niveau le plus important du range qui est pratiquement l'extrémité. Voilà, l'extrémité bas du range si nous sommes nous cherchons des opportunités d'achat, ou bien l'extrémité haut du range si nous voulons des opportunités de vente. Voilà, donc vous pouvez constater que déjà si vous suivez, vous respectez ce que je dis, simplement, juste comme cela, vous allez éviter beaucoup d'erreurs et en général, vos entrées vont se situer dans les meilleurs pourcentages du retracement de Fibonacci. Pour bien comprendre tout ce qu'on vient de faire, nous allons passer à quelques exemples. Voilà, donc dans cet exemple, nous allons voir rapidement comment nous pouvons définir nos ranges facilement, comment nous pouvons à chaque fois mettre à jour nos ranges et voilà, où rentrer exactement par rapport à notre range pour éviter voilà, de faire des petites erreurs. C'est très important. Donc ici, on a un niveau intéressant ici de support, une zone supply ici. Ici, on a une zone demande. Et voilà, on va voir comment le prix va réagir par rapport à ces zones-là et voir, comment dire, et voir ce qu'il faut faire par rapport à la définition de nos ranges et tout. Le plus important ici, pour moi, ce n'est pas forcément la qualité des zones. Par exemple, ici, c'est pas une zone intéressante et tout. Le plus important, c'est de définir le range et voir voilà, comment on peut évoluer à l'intérieur de celui-ci, voir comment on peut le mettre à jour. Donc ici, on voit que le prix vient de casser un niveau important. Vous voyez, un niveau important ici. Donc là, ça m'informe déjà que il y a une probabilité élevée que le prix puisse continuer la hausse. Voilà. Donc, on continue. Et puis là, j'ai une baisse qui s'annonce. Vous voyez, il y a une baisse et le prix qui commence à chuter. Là, maintenant, je peux définir mon range. Mon range ici, c'est quoi? C'est simplement, voilà, une demande zone, la demande zone qu'il y a ici. Vous voyez, avec le pic qu'il y a ici. Vous voyez, et ça constitue mon range. Maintenant, ça veut dire que si je dois acheter, à l'intérieur de mon range, je vais me concentrer essentiellement sur cette zone de demande qu'il y a ici. Essentiellement sur cette zone de demande. C'est-à-dire que je vais donner le temps au prix de corriger jusqu'à cette zone-là. Et ce n'est que là que je vais aller chercher des confirmations dans les time frames inférieurs pour une opportunité d'achat éventuelle. Vous voyez? Ok, donc les petites opportunités qui vont se présenter à l'intérieur de mon range ici, dans les time frames inférieurs, ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire que déjà ici, je n'ai même pas besoin d'aller voir le time frame inférieur. Je suis toujours sur mon time frame supérieur ici, qui est le H4. Je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe en M15 et tout. Il faut que le prix vienne d'abord dans ma zone d'attaque avant que je puisse commencer à aller voir dans les time frames inférieurs, voir si je dois prendre une décision ou pas en fonction du type de confirmation que j'aurai, simplement. Parce que si vous remarquez bien ici, avec cette grosse hausse, cette grosse bougie haussière qu'on a eue ici, si on va en H1, par exemple, vous allez voir que ça correspond probablement à une zone. Ou bien allons voir en M15. Vous allez voir que ça correspond probablement voilà, à une zone de demande ici. Vous voyez, une zone de demande qui a été cassée finalement. Mais cette zone de demande-là, elle est à l'intérieur de mon range que j'ai défini en H4. Donc, ça veut dire que par rapport à mon range H4, cette zone de demande n'est pas intéressante. Parce que ma zone d'attaque doit être définie d'abord en H4. Puisque c'est le H4 qui est mon time frame supérieur. Vous voyez? Et je définis ma zone d'attaque par rapport à mon range le plus bas qu'il y a ici. Les zones d'attaque intermédiaires ne sont pas intéressantes. Si plutôt j'avais défini par exemple ce niveau-là, le M15 comme
comment dire là, si j'avais défini plutôt le M15 comme mon time frame supérieur, là, ça allait changer les choses. Ça veut dire que dans ce cas-là, mon range du M15 serait ça, ce niveau-là et ce niveau-là. Vous voyez, ça allait être mon range du M15. Et là, pour mon entrée, lorsque le prix est venu sur la zone en M15, je serais allé en M1 pour chercher une confirmation. Et là, en M1, déjà avec cette petite bougie qu'il y a eu ici, j'aurais pu avoir peut-être une confirmation, même faire une entrée et même prendre peut-être un risk reward de 1 pour 2. Vous voyez, avec cette bougie haussière, les deux bougies haussières qu'il y a eu ici, j'aurais pu prendre quelque chose avant de sortir. Mais en me basant, ça veut dire que là, je suis dans un autre range en fait. Je suis dans un autre range avec un autre time frame inférieur. Donc, quel que soit le range que je définis, je suis plus ou moins protégé dans la mesure où je respecte les séquences, je respecte les ordres des time frames. Vous voyez? Voilà. Mais puisque là, ce n'est pas lui mon range supérieur, ça veut dire que ici je n'ai rien à faire du tout. Je n'ai rien à faire du tout. Je dois plutôt, voilà, revenir sur mon time frame supérieur H4, voilà, et donner le temps au prix pour qu'il puisse évoluer jusqu'à ma zone de demande éventuelle. Vous voyez ici également, il y a eu un niveau qui s'est formé ici également. Vous voyez ce niveau-là qui s'est formé ici. Dans les time frames inférieurs, ça va correspondre à, voilà, à des niveaux éventuels, mais dans mon cas ici, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, et c'est tout ça qu'on peut appeler la structure interne et tout ce qu'on peut dire. On évolue et là, le prix, il est venu dans ma zone de demande en H4. C'est à ce moment-là maintenant, je peux aller dans mon time frame inférieur défini par rapport à mon time frame H4. Donc là, je peux aller en M15 pour chercher maintenant un retournement potentiel dans la zone. Vous voyez, un retournement potentiel avant de rentrer pour une opportunité d'achat donnée. Sinon, je ne fais rien du tout. Si le prix n'est pas dans ma zone, je ne fais rien du tout. J'attends toujours qu'il vienne dans ma zone. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on y va. On a le prix qui réagit, qui évolue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le prix casse ce niveau-là, ça veut dire que s'il casse ce niveau, on va mettre à jour notre range. Puisque là, on aura un nouveau pic et puis une nouvelle demande zone à considérer. Vous voyez? Donc là, le prix n'a pas pu casser. Donc ça veut dire qu'on maintient toujours notre range. Vous voyez? On maintient notre range, mais sauf que, voilà, on ne peut plus trader par exemple cette zone-là. Malgré même, bon, c'est clair qu'elle n'est même pas intéressante. On ne peut pas trader cette zone-là si le prix revient ici. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas encore cassé cette zone-là. Pour nous dire que la nouvelle zone qu'il y a ici devient intéressante. Tu vois? Donc, on n'a rien de tout ça pour l'instant. Toujours rien. Voilà. Ici, maintenant, on a le prix qui vient de casser, la zone. Vous voyez? Et là, maintenant, voilà. Les choses deviennent intéressantes. Là, maintenant, on peut maintenant commencer à réfléchir à sur quel niveau intéressant on peut attendre le prix, voilà, sur quelle zone d'attaque afin de définir notre nouveau range. Vous voyez? Voilà, donc on a le prix qui a sérieusement cassé, sérieusement cassé. Et puis voilà, le prix entame une correction. Maintenant, on va mettre à jour notre range. Voici notre nouveau pic ici, vous voyez? Maintenant, notre nouveau creux ici, ça serait un peu compliqué parce que normalement, ça devait être ici. Voilà. Ce bas-là, ce niveau-là. Mais sauf que ici, vous voyez qu'il y a trop de bruit. C'est même pas du tout intéressant. Vous voyez, c'est même pas du tout intéressant. Il y a trop de mèches qui montrent que le prix a déjà tout testé. Il n'y a même pas d'imbalance et tout. Le seul niveau où il y a un peu d'imbalance qu'on peut peut-être accepter, c'est ici. Vous voyez. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand même, on va attendre une confirmation quand même avant de prendre quelque chose ici. Vous voyez. Voilà. Ici, c'est même pas intéressant comme zone. Pourquoi? Parce que il y a quoi ici? Vous remarquez bien que ici, il y a assez de mèches, il y a de la liquidité et tout. Ici, il y a des imbalances, voilà, qui montrent que le prix va bien corriger. Et puis, si on veut voir notre outil de Fibonacci par rapport au bas ici complètement, vous pouvez constater que sérieusement,
Ici, il n'y a rien à faire parce qu'ici, on est en haut de 50. Vous voyez, ici, on est en bas de 50, mais déjà, c'est rien que des niveaux, il y a de la liquidité qui s'est bien alignée. Hein, vous voyez ici, bien aligné, plus ou moins aligné, on va dire, hein, ici. Vous voyez, donc là également, il y a pratiquement rien à faire. Vous voyez, mais au moins cette zone-là est en bas de 50%, même en bas de 61,8%. Donc, elle est intéressante. Donc, on va continuer voir comment on va adapter notre range encore, hein, en fonction de l'évolution. Voilà, ici, le prix est venu dans la zone. Ici, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'aller en time frame inférieur pour pouvoir chercher une bonne confirmation pour une entrée. Voilà, ici, vous voyez que le prix est venu, paf, il a liquidé la zone déjà. Vous voyez, c'est pour cela que souvent je vous dis qu'il faut toujours attendre une confirmation dans les time frames inférieurs. C'est une zone, mais on ne va pas quand même directement mettre un buy limit ici en H4 en même temps et targeter ici en même temps et tout. Non, on va se donner beaucoup plus de chance. Et pour se donner plus de chance, ce qu'on va faire simplement, c'est d'aller dans les time frames inférieurs. Donc, quand le prix est venu dans la zone, on va aller par exemple en M15 pour aller voir ce qui se passe en réalité. Vous voyez ce qui se passe en réalité. Vous voyez que quand vous venez en M15, on n'a même pas encore eu d'entrée. Il n'y a rien eu pour nous donner une vraie entrée. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu même encore de... Voilà, on peut dire peut-être que c'est ce niveau-là qui est le niveau, le pic qui vient peut-être d'être cassé ici. Vous voyez, qui vient d'être cassé ici. Voilà. Qui vient d'être cassé là. Donc, probablement, il va falloir attendre un retournement avant d'entrer. Mais regardez les zones qu'on a ici. Il n'y a rien d'intéressant avec une imbalance assez intéressante qui est en bas complètement. Rien d'intéressant ici. C'est seulement ici qu'il y a de l'imbalance, mais c'est trop éloigné de la zone. On ne peut pas faire une entrée ici. Donc, ça veut dire que là, pour cette opportunité-là même, on n'aurait même pas eu d'entrée. Vous voyez, on n'aurait pas perdu également parce qu'on a attendu une confirmation. Ouais, donc, on va laisser le prix évoluer et voir ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, le prix, il évolue. Et puis, finalement, il arrive à casser cette zone-là. Maintenant, après cette cassure, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre encore à jour notre range. Vous voyez, on va mettre à jour notre range pour éviter, voilà, de se faire prendre et tout. Voilà, on laisse le prix qui commence à corriger. Et là, maintenant, on a notre nouveau pic. Et là, il nous faut notre nouveau creux, notre nouvelle demande zone. Ici, il y a une zone. Ça, c'est une zone. Ici, vous voyez. Sauf que cette zone-là a déjà été testée ici. Elle a déjà été testée avec cette bougie-là. Vous voyez. Mais ici, ce n'était même pas une opportunité parce que le prix n'avait même pas cassé ce niveau-là avant de venir tester la zone. Ça veut dire que là, déjà, il n'y avait rien à faire en fait. Dans la zone qu'on pouvait considérer ici, voilà, c'est cette nouvelle zone qu'il y a ici. Et là, ça définit, voilà, ces deux niveaux-là constituent notre nouveau range. Vous voyez, donc l'idéal maintenant, encore une fois, on va vouloir que le prix vienne jusqu'à ce niveau. Et là, quand il vient à ce niveau-là, on va aller dans les time frames inférieurs pour attendre une confirmation éventuelle. Et avant de rentrer dans la zone, vous voyez, avant de rentrer, avant de prendre l'opportunité. Ouais, donc c'est ça. Ici, c'est clair que, voilà, vous voyez que ici, c'est clair qu'on ne peut même pas chercher des entrées ici. Ouais, et puis ici, il y a assez d'imbalance qui s'affiche ici. Donc, on y va, on continue. Voilà, avec le prix qui a créé ici des niveaux. Vous voyez ici, c'est de ces niveaux-là que je parle. Ici, vous voyez que le prix l'a créé ici. Il a créé une demande zone ici. Vous voyez, il a créé une autre demande zone ici. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a facilement cassé ces demandes zones-là. Ouais, donc ça, c'est pas des demandes zones intéressantes. Selon notre range, on doit attendre notre opportunité d'achat beaucoup plus bas ici. Vous voyez, donc ça veut dire que toutes les petites demandes zones qui vont se former, même directement en H4, ne sont pas intéressantes pour nous. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est très important. On y va. Voilà, on voit le prix qui arrive pratiquement sur notre zone. On va voir. Voilà, le prix finalement, il n'est pas venu sur notre zone. Ça arrive même très souvent. Le prix n'est pas venu sur notre zone. C'est pas un souci.
On continue, on va mettre à jour notre range à nouveau. Vous voyez, vous allez voir que souvent, quand vous voulez respecter beaucoup les règles, un peu comme ce que je vous dis sur ma chaîne, vous allez trader rarement. Les opportunités seront vraiment rares, mais souvent quand vous trouvez des opportunités, elles seront quand même assez intéressantes. Donc ici, le prix il a cassé ce niveau-là. À l'origine, on a cette demande zone ici qui s'est formée. Ensuite, on va avancer un peu. Voilà, le prix, voilà, il a entamé ici une correction. Donc, on a notre nouveau range qui se définit ici. Vous voyez, un nouveau pic ici avec un nouveau creux ici. Vous voyez. Bon, maintenant, observons ici. Vous voyez que là, il n'y a rien d'intéressant. Toutes ces zones-là sont déjà des zones déjà testées. Cette zone-là, les imbalances ici ont déjà été testées avec cette mèche-là. Ça veut dire que c'est très peu probable que le prix revienne jusqu'ici en fait. Parce que il y a rien de non testé. Vous voyez. Ici, c'est ça. Ici également, le prix il est revenu testé. Mais il y a une petite imbalance ici. Qui reste ici, qui n'est pas encore testé. Vous voyez. Donc, là, vous voyez que ici, c'est difficile de définir le range. C'est difficile, très difficile. Vous voyez. On aurait pu définir peut-être le range avec cette zone-là, comme ça. Quelque chose comme ça. Ou ici. Ici ou ici. Vous voyez. Voilà, donc c'est notre zone d'attaque, c'est-à-dire cette demande zone-là, plus ici ou ceci, cette zone-là, plus ce niveau-là. J'ai choisi cette zone parce qu'il n'y a plus rien en bas. Vous voyez, et puis j'ai choisi cette zone-là, je la trouve pas trop ça, puisque il y a de l'imbalance en bas. Mais cette zone de demande aussi ici, elle est assez critique. Il y a trop de mèches et tout. Maintenant, ce qui va nous permettre de décider ici, c'est simple, c'est une confirmation. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'aller, le prix vient ici, on va aller sur le time frame inférieur pour voir si on a une confirmation. Ou bien lorsque le prix vient ici aussi, s'il casse, probablement on n'aurait pas eu de confirmation et puis on aurait peut-être la confirmation ici, on ne sait pas. Bon, on va quand même continuer, la vidéo est déjà assez longue. Et puis là, on a vu que le prix il a plutôt réagi ici, vous voyez, il a réagi ici. On ne peut pas modifier notre range parce que le prix n'a pas encore fait une bonne cassure de ce niveau-là. Donc on va évoluer, voir ce que ça donne. Voilà, finalement le prix il a cassé ce niveau-là. Vous voyez, il a cassé ce niveau, ça veut dire qu'on a un nouveau range ici. Voilà notre nouveau range ici. Et puis cette zone ici. Vous voyez, cette zone ici. Voilà. Maintenant, la zone aussi, elle est assez critique. Elle est assez critique parce que il n'y a même pas d'imbalance dedans. Vous voyez, il n'y a même pas d'imbalance dans la zone. Ça veut dire que c'est pas une zone assez intéressante. Mais quand même, c'est notre range actuel. Vous voyez. Voilà, donc on évolue. L'objectif, c'est de définir les ranges clairement. Voilà, là maintenant, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est qu'on a eu un retournement éventuel après cette cassure-là. Maintenant, on a un retournement assez clair après que le prix est revenu casser ce niveau-là. Donc, vous voyez clairement qu'on a ici un pic plus bas que le pic précédent. On a un creux plus bas que le creux précédent. Donc là, on est complètement baissier. Vous voyez, on est complètement baissier. Et là, nous allons modifier maintenant nos ranges. Nous allons modifier notre range maintenant. Maintenant, c'est des ranges baissiers. Ce n'est plus comme c'était ce n'est plus comme en achat, vous voyez. Donc là, ça veut dire que actuellement notre nouveau range à la baisse, c'est quoi? On a ce niveau-là plus voilà, plus on laisse le prix commencer la correction, voilà, plus ce niveau-là, et c'est ça qui constitue notre nouveau range, vous voyez. Donc ça veut dire que si on doit chercher des opportunités de vente maintenant, on va s'intéresser à la zone de supply extrême ici, vous voyez. Mais cette zone-là n'est plus vraiment assez intéressante. Voilà, donc après, l'objectif c'est de bien définir les ranges. Après, vous intégrez la qualité de la zone pour avoir des setups assez intéressants, vous voyez. Voilà, donc le prix il a cassé le dernier plus bas ici. Voici notre nouveau range à considérer pour des opportunités de vente. Voilà, notre nouveau range ici.
Vous voyez, donc ça veut dire que c'est ici, on va chercher des opportunités de vente maintenant, progressivement. Vous voyez, donc là, on a notre opportunité de vente, sûrement une confirmation dans les time frames inférieurs. Voilà, et puis, bon, la qualité de la zone aussi reste à désirer. Et on continue. Vous voyez, on a cette nouvelle cassure. On définit maintenant notre nouveau range ici. Voilà, nouvelle zone de supply qui a cassé la zone précédente. On attend qu'une correction commence. Voilà, on attend qu'une correction commence pour définir notre nouveau range. Bon, nous sommes pratiquement à la fin du graphique, on ne peut plus avancer. Donc, c'est un peu comme ça on définit les ranges. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cet exemple. Le plus important maintenant, comme je l'ai dit, c'est de bien définir son range et il faut trouver de bonnes zones pour votre range, vous voyez, et savoir que à l'intérieur du range, on ne rentre pas n'importe où. Pour des opportunités d'achat, on va chercher à rentrer sur notre demande zone qui se situe sur notre range de notre time frame supérieur. Pour une opportunité de vente, on va chercher à rentrer sur notre supply zone qui se situe sur notre range dans les time frames supérieurs. Vous voyez? Voilà, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez la vidéo et rejoignez-nous sur Telegram. Merci.